Avec l'élection de Jean XXII, l'Église catholique est sur le point d'entrer dans une crise théologique qui va très vite rallumer le conflit entre le pape et l'empereur. En 1209, saint François d'Assise crée l'ordre des frères mineurs, des moines attachés à retrouver l'idéal de pauvreté et de fraternité du Christ, et qui est plus connu sous le nom d'ordre franciscain. Très vite, il devient l'un des ordres monachiques les plus populaires aux côtés des dominicains. À la mort de saint François, l'ordre se divise entre les spirituels, qui tiennent à une application stricte des règles originelles de l'ordre, notamment en matière de pauvreté, malgré l'agrandissement de l'ordre des franciscains, et les conventuels, qui sont ouverts à une évolution de ces mêmes règles. Les spirituels les plus extrêmes, qui sont aussi très portés sur les discours de fin du monde et d'apocalypse, créent le groupe des fraticelles. Le problème, c'est que cette question de la pauvreté des moines met en lumière le fait que justement, l'Église est une organisation très puissante et extrêmement riche, une position peu en accord avec les préceptes du Christ. Jean XXII prend donc les devants et en 1318, il excommunie tous les fraticelles et les spirituels qui entrent en révolte. Philippe est le deuxième fils de Philippe IV et de Jeanne de Navarre. Il est marié à Jeanne de Bourgogne, la fille de la comtesse Mao d'Artois, qui lui donne 5 enfants, 4 filles et un fils. À la mort de son frère Louis, Philippe prend la régence du royaume et affermit sa position en réglant 2 problèmes, l'absence de souverain pontife et la révolte nobiliaire des seigneurs d'Artois contre la comtesse Mao. Ceux-ci ont en effet profité de la mort du roi pour reprendre les hostilités et placer à leur tête le neveu de la comtesse, Robert d'Artois. Philippe lève une armée, récupère l'oriflamme à Saint-Denis et part pour l'Artois, qu'il pacifie en acceptant la soumission de Robert d'Artois, qu'il ramène à Paris. C'est au retour de cette expédition qu'il apprend la naissance de son neveu, qui meurt 5 jours plus tard. À la mort du roi Jean, la situation est inédite, aucun souverain capétien n'étant jamais mort sans enfant. Philippe déclare obsolètes les décisions prises par les nobles quelques mois auparavant. En effet, celles-ci réglaient la succession de Louis X. C'est de celle du roi Jean qu'il faut désormais s'occuper. Philippe se pose comme héritier légitime de son neveu, en tant qu'oncle le plus âgé, écarte la petite Jeanne, la demi-sœur de Jean, et se fait sacrer roi. Le précédent est donc créé. Pour la première fois de l'histoire de France, un litige de succession royale entre un homme et une femme a vu le triomphe de l'homme. Les raisons de la mise à l'écart de Jeanne sont les mêmes que la dernière fois. Son statut de femme, sa jeunesse et les soupçons de bâtardise pesant sur elle. Cette fois, Philippe peut en plus compter sur sa position de force pour attirer la sympathie des puissants. Régent depuis peu, il a en effet réussi à clore 2 affaires gênantes, l'élection du pape et la révolte des nobles d'Artois. Il se pose ainsi comme un homme capable, plus apte à occuper le trône qu'une jeune enfant. Philippe V est roi de France de 1316 à 1322. Son surnom est un classique des chroniqueurs en manque d'inspiration, long signifiant ici tout simplement grand et mince. Deuxième fils de Philippe IV, Philippe suit la destinée de son frère et meurt après un règne relativement court et semé de difficultés en tout genre. D'ailleurs, puisqu'il récupère le trône suite à la mort de son neveu, Philippe V est le premier roi capétien à ne pas hériter directement de son père. Malgré un début prometteur comme régent puis comme roi, le règne de Philippe s'achève petitement dans la maladie, une fin digne du 4e roi maudit. Au cours de son règne, Philippe a eu à cœur de réformer l'administration royale et de la perfectionner, se plaçant ainsi dans la continuité de son père. Ces modifications se divisent en 3 axes, qui touchent les 3 entités qui ont été définies par Philippe le Bel en son temps. D'abord, le conseil chargé d'entourer le roi et de l'aider dans la gestion courante des affaires du royaume. Là où celui-ci se tenait précédemment au bon vouloir du roi, et selon une composition variable, Philippe va y mettre un peu d'ordre en instaurant un conseil mensuel et en fixant à 24 le nombre de participants, dont les noms sont soigneusement consignés. Par ailleurs, il augmente les prérogatives des membres du conseil, leur permettant d'émettre des actes sur son ordre ou d'expédier des lettres royales. Vient ensuite le tour du Parlement, l'organe chargé de la justice, dont Philippe fixe le nombre des membres et réorganise les différentes chambres avec des missions bien définies.
Les demandes faites au Parlement, comme les demandes de jugement, sont faites à la Chambre des requêtes, qui redirige vers les différentes institutions. La Chambre des enquêtes est ensuite chargée d'examiner une première fois les affaires présentées au Parlement et prononce un projet de jugement. Enfin, l'affaire est présentée devant la Grande Chambre, la plus importante, qui écoute les plaidoiries et prononce le jugement final. La troisième des institutions à être réorganisée est la Chambre des comptes. Elle est désormais tenue de contrôler 2 fois par an les comptes des receveurs et les dépenses et doit prendre en charge la collecte des impôts extraordinaires. Cette réforme de la Chambre s'accompagne d'ailleurs d'une réforme des agents royaux. Jusqu'ici, le territoire est divisé en prévôtés, dirigés par des prévôts qui sont les représentants du roi sur place. Ils collectent les impôts, décident les dépenses, entretiennent les bâtiments administratifs et publics et livrent la justice. Au-dessus d'eux, ils ont les baillis et les sénéchaux, chacun ayant la charge de plusieurs prévôtés qu'ils supervisent et qu'ils vont contrôler régulièrement. La réforme de la Chambre des comptes va changer un peu cette situation en créant un nouvel emploi, celui de receveur. Cet homme, qui dépend immédiatement de la Chambre, devient alors le seul habilité à collecter les impôts et à engager les dépenses au niveau local, se substituant pour cette tâche au prévôt. Enfin, durant son règne, Philippe fait appel à de nombreuses assemblées réunissant des représentants de la noblesse, du clergé et des bonnes villes fidèles au roi, afin de leur soumettre un ordre du jour et d'entendre leurs propositions. Ces rassemblements ne sont cependant que purement consultatifs. Ils n'ont aucun pouvoir de décision, mais ils permettent au roi de s'appuyer sur eux et donnent, en apparence, l'aval du peuple français aux décisions royales. Concernant la Flandre, elle est aux mains du comte Robert III, qui est toujours en conflit larvé avec la France depuis Philippe IV. Au final, les 2 belligérants sont fatigués de cet état de guerre permanente et ils arrivent à un compromis. Ils cessent les hostilités, le comte de Flandre rend hommage à Philippe, et en échange, son petit-fils se marie avec la 2e fille de Philippe. Le reste du règne est plus terne. Les hivers trop froids, succédant aux étés trop secs ou pluvieux, amenuisent les récoltes, conduisant à des disettes et même à des famines. En 1320, une fureur de croisade s'empare de bergers et de paysans normands qui partent en bandes gigantesques pour aller libérer la Terre Sainte. On les appelle les pastoureaux. Ils sont près de 10 000 à entrer dans Paris, ouvrant les prisons et massacrant les Juifs, avant de repartir vers le sud sans cesser leurs exactions. Excommuniés par le pape, ils sont dispersés à l'approche d'Aigues-Mortes par le sénéchal de Carcassonne, puis arrêtés et jugés individuellement. En 1321, Philippe tombe malade au cours d'une visite chez son frère, et dès août, des moines allument des cierges pour le salut de son corps. Il lutte contre la dysenterie pendant de longs mois et il finit par s'éteindre à l'aube de l'année suivante. Philippe V meurt le 3 janvier 1322 à l'âge de 29 ans.